Bonjour à tous et à toutes. Petite précision avant que l'épisode ne commence. J'aimerais remercier l'invité de cet épisode d'avoir accepté de faire plusieurs tentatives d'enregistrement vocaux. En effet, on a eu pas mal de difficultés et on a dû utiliser son ordinateur avec son logiciel intégré pour pouvoir faire l'enregistrement de cet épisode. Ça explique pourquoi ma voix est beaucoup plus grésillante, vous allez le voir dans les minutes à suivre, que la sienne. Voilà, maintenant, je vous laisse commencer avec cet épisode. Installez-vous bien. Et aussi, l'épisode dure 1 heure au lieu de 30 minutes. Ah, j'ai pas tenu ma promesse, mais en même temps, c'était tellement intéressant. Voilà, voilà, je vous laisse tranquille. Vous pouvez commencer l'épisode. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne bande dessinée et santé mentale par Casse-Gueule. Je suis Casse-Gueule et je suis passionnée de bande dessinée. On est sur l'épisode 2 du concept de parler de la santé mentale au travers de bande dessinée. C'est une invitée ou un invité qui sélectionne la bande dessinée de son choix. Donc je te laisse te présenter par rapport au choix de la bande dessinée Goût qu'il ou face. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Marjane je vais aussi intervenir aujourd'hui pour discuter de la bande dessinée Copinophase de Lou Luby qui parle de cyclothymie et de bipolarité. Et voilà, j'ai pas d'autres choses à ajouter. Comme d'hab, merci encore. On a beaucoup galéré pour faire l'épisode 2. Oui. Et je te remercie. Heureusement, tu me sauves là-dessus. Ça, franchement, je suis extrêmement contente, touchée et contente d'aborder le sujet de Goupilou Face. Goupilou Face, qui est une bande dessinée qui est sortie aux éditions Braun en 2016. Donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore lu, il coûte 15 €, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas. Attends, je vais regarder si j'ai le prix. Non, c'est un code prix. Mais, euh, Mince. mais je pense que c'est 15 ou 16 euros, oui, effectivement. Ok, ok. Donc voilà, sinon vous pouvez le trouver à la bibliothèque aussi, ça va faire presque 10 ans que la bande dessinée est sortie, je pense qu'elle est accessible différentes bibliothèques ou lieux d'emprunt. Oui, elle est accessible largement, je pense. Pour récapituler, alors donc avant d'attaquer l'épisode 2 de bande dessinée et santé mentale, je vais un peu expliquer le concept. Donc Marjane, qui est notre invitée de l'épisode 2, a choisi la bande dessinée Goupil Face. Et donc, on va commencer par présenter la bande dessinée. Ensuite, on va parler du sujet principal. Donc là, c'est la bipolarité et la cyclothymie. Et ensuite, on va terminer sur des échanges, un ressenti personnel, une forme de débat, d'échange beaucoup plus personnel, tout en prenant en compte la BD. Donc, au niveau de l'introduction de la bande dessinée de Pied ou Face, écrite par Lou Luby, comme tu as dit, ça aborde le sujet de, comment dire, qu'est-ce que c'est que la bipolarité, qu'est-ce que c'est que la cyclothymie, les différentes phases, euh, comment c'est abordé. Si vous l'avez pas lu, on va faire une petite session de rattrapage. Donc, on suit l'histoire d'une jeune fille qui un jour se rend compte qu'elle a un renard, le renard qui représente la cyclothymie. Elle n'avait jamais fait cette rencontre auparavant. Et donc, on va suivre l'histoire de cette jeune fille, de savoir comment son renard fonctionne, les différents besoins, les différentes envies qu'ont ce renard, comment elle peut aborder ça à son quotidien, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau des études. Donc on va voir comment elle évolue avec ce renard, parce qu'il va y avoir des périodes de rejet, entre guillemets d'apprivoisement. Faut aussi savoir que cette histoire a un fond d'autobiographie parce que Lou Luby, qui est l'autrice, euh, a une forme enfin a la cyclothymie. Elle a eu un diagnostic qu'elle dit, je crois dans mes souvenirs, avoir eu la chance d'avoir été diagnostiquée au bout de 7 ans, alors que tu me dis si j'ai tort, ça met en moyenne 10 ans, je crois, pour un diagnostic au niveau Il de me la semble, et c'est surtout que pour le Luby, en fait, il y a eu des updates qui ont été faites depuis.
Et elle a dit que en fait son diagnostic était erroné et qu'il y a plutôt quelque chose qui s'apparente à la bipolarité de type 2 en fait que la cyclothymie. Donc elle en avait parlé sur son compte Instagram, je pense il y a 2 ou 3 ans. Ok. Voilà, donc c'est juste une petite précision quand même à ajouter. Enfin, et donc ça donne aussi des petites pincettes à prendre avec le livre parce que du coup son expérience est celle de quelqu'un avec une bipolarité de type 2 et pas forcément de quelqu'un de cyclotimique du coup. Même si ça peut très bien s'apparenter à ça, quoi. Donc voilà, c'est juste enfin sympa à retenir. Ouais, bah, c'est super cool. Enfin, pour les personnes qui potentiellement connaissent la bande dessinée mais n'avaient pas cette information, franchement, c'est plutôt cool. Bah, merci beaucoup. Enfin, ok. Ok, ok. Mais c'est aussi très important dans le sens où la bande dessinée en soi est un peu sur l'autobiographie et en même temps sur des recherches scientifiques. Elle n'est pas psychiatre ni psychologue, mais elle raconte des petites anecdotes personnelles dans la bande dessinée, et donc c'est un ressenti qui est vrai. Donc il n'y a pas à remettre en question ce qu'elle dit ou ce qu'elle retranscrit dans la BD. En plus de ça, c'est le côté scientifique. Elle a fait énormément de recherches. Je crois que c'est pas dans son monde tout ce qui est psychologie. Et elle a dû faire énormément de recherches, elle a trouvé ça lourd dans le sens où il y avait des notions qu'elle connaissait pas, qu'elle a redécouvert dans un livre, qu'elle a dû retourner dans le livre en mode ok, c'est quoi la définition? Ça a été très très lourd, mais elle s'est énormément investie, que ce soit un investissement personnel ou un investissement du côté scientifique. Mm. Mais en même temps, je me demande s'il n'y a pas peut-être justement une question à se poser aussi à ce niveau-là, c'est la question de à quel point est-on légitime de parler de ce genre de choses dans un ouvrage de vulgarisation scientifique, parce que c'est ce que c'est. Parce qu'en fait, malgré le fait que du coup elle-même elle ait la maladie, enfin du coup elle sait ce que c'est. Je pense que peut-être que c'était peut-être une erreur en fait de ne pas faire comment dire, ne pas faire équipe avec quelqu'un qui, enfin un expert en fait dans la question, parce que c'est vrai que du coup ses recherches elles ont pesé beaucoup pour elle. Et en plus de ça, c'est des recherches de surface parce que c'est des choses que qu'on peut trouver sur Internet. Mais en fait, euh, malgré tout, enfin même si elle est profonde dans le sujet, on voit quand même que du coup, elle s'est cantonnée à un certain type de maladie mentale, mais dans le cadre de la maladie mentale particulièrement, euh, tout est relié en fait. Et du coup, pour comprendre, enfin, c'est pour ça qu'il faut 12 ans d'études pour devenir psychiatre, c'est qu'il faut vraiment comprendre le global de comment le corps en général fonctionne, comment la médecine fonctionne, comment la chimie du cerveau fonctionne, comment les maladies peuvent se mélanger, se ressembler, etc. Pour vraiment comprendre et expliquer. Donc après, je pense, je ne remets pas en cause du coup tout le travail de recherche et le travail, enfin le produit fini est vraiment très bien, mais elle-même le reconnaît et c'est vrai que ce livre aurait vraiment pu bénéficier d'être enfin, en partenariat avec un ou une psychiatre, je pense. Mm. Non, ça, je pense que ouais, c'est quelque chose qui est intéressant et nécessaire peut-être. Je sais pas si le terme nécessaire c'est le terme. J'ai pas être maladroite là-dessus. Hmm. Après, c'est une bande dessinée. Je crois qu'elle avait précisé que fallait pas faire un autodiagnostic via cette bande dessinée, qu'il fallait voir des professionnels. Je pense qu'il y avait un moment, une sorte de préface ou un petit Ouais. résumé en disant que voilà, je suis pas professionnelle, mais je retranscris quelque chose. C'est plus le côté informatif, c'est plus le côté sensibilisation, c'est plus le côté où la bande dessinée est utilisée dans des ateliers, à l'école, je crois, pour faire un peu une introduction sur la bipolarité. Et puis aussi, un petit truc qui me fait rire, tu as des psys ou autres qui font une Hmm. formation de 10-12 ans et qui pour autant tiennent des propos qui sont choquants. Je me rappelle de cette scène dans la bande dessinée où elle dit qu'elle est dépressive et que potentiellement, ou même, enfin, véridiquement, elle est pas bien. Et la personne, elle fait, vous, mais vous êtes tellement jolie et tellement jeune, c'est impossible. Même en étant psy, on est humain et on fait des erreurs. Hmm. Et vivre ça et voir un professionnel, ça permet de combler en quelque sorte les lacunes de l'un et de l'autre, Je vois ce que potentiellement. tu veux dire. Après, je pense que justement, peut-être que d'allier les deux, ça permettrait justement, plutôt que de faire
un livre qui n'est pas parfait, enfin qui s'approche pas vraiment du parfait, et une interaction avec un psychiatre ou autre qui ne s'approche pas du parfait non plus, on pourrait peut-être faire un livre qui combine les deux et que du coup, au lieu de, enfin, que ce soit la personne qui doit faire les liens dans sa tête et choisir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, ce soit un livre commun, comme beaucoup de livres bah, justement scientifiques. Enfin, souvent personne ne fait ce genre de livre seul parce que c'est un poids très dur, la recherche, voilà. Et puis même, en fait, en général, quand tu fais de la recherche, euh, tu veux qu'il y ait des personnes qui confrontent, enfin, ce que tu as fait pour ne pas être la seule personne, parce qu'en fait, c'est difficile de prendre du recul quand t'es la seule personne à avoir un problème, en fait. Donc, au moins, quand t'as un regard d'un autre professionnel, un expert, c'est plus simple. Après, l'extrait auquel tu fais référence dans la bande dessinée, c'est aussi un médecin généraliste qui ne tombe pas du tout spécialité en psychiatrie. Voilà. J'ai pas compris. Oui, mais après c'est vrai que dans le milieu de la psychiatrie, on a quand même des personnes qui, enfin, on sait pas comment ils ont eu leur diplôme, tu vois, mais là où je faisais vraiment référence à un ou une psy qui serait vraiment compétente pour pour aborder ce problème. Mais c'est vrai que c'est un vrai souci qu'aborde la BD, c'est bah, le fait que les diagnostics sont aussi pas faits parce qu'on a certains, enfin quand même un bon nombre de psy et de psychiatres qui ne savent pas où chercher en fait, ou alors qui ont encore une conception de la psychiatrie qui date d'une autre époque, en fait, parce que t'as beaucoup de psychiatres qui vieillissent aussi. Et puis, c'est vrai que bah, on peut faire des formations, etc., mais tous les psychiatres ne le font pas. Et parfois, ça se voit quand même. Parce que, par exemple, pour certains troubles, comme je sais, par exemple, bah, déjà, il y a la cyclothymie, c'est très peu connu. Mais on a aussi des troubles comme la déréalisation qui sont très communs, par exemple qui sont pas connus de beaucoup de psychiatres parce qu'en fait, c'était pas enseigné avant ou dans certaines universités. Je sais que j'avais une amie, voilà, c'est en psychologie, donc c'est pas la même chose, mais ça se rejoint quand même. Mais j'avais une amie qui était en licence de psychologie de là-bas et qui me disait que, en fait, dans toutes les facs de psycho, on fait des choses différentes, le programme est différent. Et dans sa fac en question, c'était vraiment très centré sur comment ça s'appelle? La... C'est une thérapie, mais c'est pas vraiment un truc comme ça. Le Non, c'est pas ça. C'est, tu sais, un truc un peu qui fonctionne pas. Je sais, je saurais plus te dire c'est quoi. Euh... descriptif, il y a des actions à faire, il y a... Non, c'est enfin, la psychanalyse, voilà. Ah, Oui. Donc c'est la psychanalyse et c'était centré entièrement sur ça et enfin, du coup, ça l'a dégoûté de la psycho, mais du coup, ça, dans ah certaines ouais. universités, tu vois que les gens ne sont pas formés aux mêmes choses et ça peut créer des meilleurs ou des moins bons psys, je pense. Mais bon, je digresse. Ok, ok. Non, non, mais c'est super intéressant. C'est un peu le sujet à débattre. C'est la sensibilisation au travers de la bande dessinée. Est-ce que la véracité des choses peut être légitime à être une base de sensibilisation ou pas assez? Est-ce qu'il faut quand même avoir une base de autobiographie, de retranscription personnelle et de professionnel quand on aborde un sujet aussi sensible que la santé mentale? Mm. Euh, Moi, j'aimerais faire une comparaison à Tant pis pour l'amour, je crois, de Sophie Lambda, où elle avait quand même travaillé avec un psy, je crois, Ok. pour faire sa première partie bande dessinée en mode véracité. Et deuxième partie, c'était vraiment tout ce qui était comment la victime d'une relation toxique et de quelqu'un qui utilise des Mm. mécanismes pervers narcissiques peut enfin fonctionne après, comment ça fonctionne, quelles sont les conséquences, tout ça. Et je crois qu'elle avait fait un partenariat où elle avait travaillé avec des professionnels. Bref. Cool. Au niveau de la bande dessinée, donc c'est cette histoire-là. La cyclothymie, en même temps, bah, c'est ce que tu disais, c'est pas connu. Bah, moi, c'est grâce à Goupil-aux-Fesses de Lulubi que j'ai découvert le terme. Je connaissais pas du tout, même les différents types de bipolarité qu'on va aborder en deuxième partie. Pour terminer sur l'introduction de la BD, les graphiques, où en dehors du podcast, je t'avais abordé ce petit clin d'œil, et je pense que toi aussi tu penses la même chose que moi. Oui. C'est les couleurs. On est sur des couleurs bichromiques, donc très
orange, orange blanc, parfois sombre, un peu plus sombre quand elle est sur quelque chose une période dépressive. Et bichromie, peut-être un petit clin d'œil à bipolarité. Et je crois que tu es d'accord là-dessus. Bah oui, je trouve que c'est une bonne manière d'interpréter la BD. C'est vrai que là, on est sur surtout euh, un dialogue entre le noir et le orange. Enfin, on le voit même sur la cote du livre. C'est très ben ouais, c'est bichromique. Mais c'est vrai que oui, elle utilise ça à fond dans la bande dessinée pour représenter ces moments de up et de down. Et je trouve que c'est une très bonne manière de simplifier ça parce que c'est vrai que le orange, c'est une couleur qu'on associe souvent bah, la joie, une personne pétillante, enfin, c'est la couleur des agrumes, c'est un peu l'été, l'orange. Et le noir, c'est vrai que bah, c'est plus sombre, c'est plus associé dans l'imaginaire commun à ce qu'on a en tête quand on pense à la dépression. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que elle va pas forcément toujours utiliser un noir très très sombre. Parfois, ça va être un gris, des nuances de gris qui se déclinent, etc. Et pour montrer qu'en fait, c'est pas linéaire et que toutes les dépressions, c'est pas forcément le septième sous-sol de l'enfer en fait, et que parfois, tu peux juste être un tout petit peu dépressif, mais juste assez pour que ça te rende pas fonctionnel, quoi. Mm, mm, mm. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Et puis, comme tu l'as dit, c'est très ludique. Je crois qu'elle avait fait des études en jeux vidéo Ok. et qu'elle avait fait du développement web de manière autodidacte. Par rapport à ses expériences passées, elle a ce côté un peu ludique et un peu pédagogique à transmettre un peu en mode jeu, un peu en mode tout le monde doit facilement comprendre qu'est-ce que c'est que la bipolarité, la cyclothymie, et le fait qu'elle se pose des questions en mode ok, je vais pas représenter le cerveau en mode blablabla, je vais représenter un renard parce que le renard pas loin du loup. Je pense qu'il y a des petites analyses comme ça qu'elle a fait. Et au niveau des couleurs, comme tu disais, t'as une page où vraiment le fond est blanc, t'as ce côté pétillant de l'orange et tout. Et très rapidement, je trouve, sur ce graphisme, t'as un moment où elle est sur un bateau et tu vois ce fond blanc et d'un coup c'est vague et là d'un coup tu sens qu'elle va dans les profondeurs de l'océan. Donc on sent ce côté où on se noie, où il y a Hmm. des angoisses qui nous prennent. Enfin, quand on a des angoisses, on se sent un peu comme noyé, comme étouffé, et faire ce petit parallèle là-dessus, autant sur l'image que les couleurs, enfin, je trouve ça super fort. Après, peut-être qu'il y a une suranalyse et tout, peut-être que des Je fois, pense c'est que ça un peu en n'existe mode... pas la suranalyse en bande dessinée parce que de toute façon, à partir du moment où la BD est là, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. C'est comme ça dans l'art, c'est le cadeau de l'auteur ou de l'autrice à ses lecteurs, aux personnes qui apprécient l'art, c'est de pouvoir en faire ce qu'on veut en fait. Mais c'est vrai que personnellement, je pense que tu as raison et je y vois aussi une certaine intention dedans de la part de Lulubi et je trouve ça très fin. Franchement, c'est une bonne manière de voir les choses. Mm. Non, mais là, elle a sorti Racine, je crois, cette année, Ouais. et en 2021, elle avait sorti aussi HPI, enfin, par rapport au HPI, Un oiseau dans un bocal, je crois. Et les deux, enfin Racine, j'ai pas encore lu. Je l'avais feuilleté vite fait. Mm. Et franchement, comme d'habitude, hein, Ouais. très pédagogue, très dans le côté où Mm. même si tu peux pas comprendre ces histoires de cheveux, elle te fait très bien comprendre au travers Mm. d'anecdotes, de dessins, de ressentis. Enfin, Et puis moi, je trouve qu'on voit beaucoup l'évolution graphique aussi de Lulubi dans Racine, parce que c'est ouais. vrai que du coup, Poupilophace, c'était publié en 2016, ça fait presque 10 ans hein, quand même, ça fait 8 ans que ça a été publié. Et, euh, et ouais, c'est vrai qu'en 8 ans, elle a fait son bout de chemin, et on voit quand même que son style ben, reste le même, mais ça s'affirme de plus en plus. Mm. Et c'est vraiment très sympa à voir. C'était là où je suis triste, dans le sens où j'avais entendu au travers des podcasts et de ces témoignages qu'il y avait des personnes qui connaissaient pas, qui avaient même pas lu la bande dessinée ou qui avaient juste vu la couverture et qui critiquaient son style en mode c'est moche ou un truc comme ça. Ah, super. Enfin, ça fait mal. Ouais. Les gens, ils sont pas cool. Non. Bah après, Quels moi, enfants. c'est... Soyez Ouais. cool en commentant. Oui, s'il S'il vous vous plaît. plaît. Si vous mettez juste, non. Si j'ai pas de... Mais Pas de ouais, la haine sur les réseaux.
Mais ouais, non, Bref, je suis désolée de t'avoir coupé. ça prend du temps de faire une bande dessinée, donc pitié. Même si vous aimez pas le Ouais. style, ouais, respectez le travail des autoristes. Bah là là-dessus, juste pour terminer sur le côté où comment ça a été reçu par les critiques, je crois que ça a été très bien reçu. Elle a été invitée sur pas mal de plateaux. Elle a été vraiment un peu comme une, alors tu me dis si j'ai tort, mais un peu une porte-parole ou une, la représentation de la communauté qui tourne, enfin qui est touchée par la cyclothymie et la bipolarité. Mm. Que ces bandes dessinées, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on est utilisé dans des ateliers, dans des écoles. C'est un peu la référence aussi par rapport au psy quand il y a un diagnostic qui tombe vis-à-vis d'une personne qui ne s'y connaît pas du tout et on lui dit bon bah tiens en introduction tu lis cette BD là ou sinon ça peut être utilisé aussi pour les proches des personnes qui ont la bipolarité ou la cyclothymie dans le sens où si les proches ne comprennent pas ce que c'est, ça peut être un très bon outil Mm. de retranscription et là on comprend mieux. Et puis à la fin, on a 9 petites pages qui sont ajoutées justement à destination de ses proches qui lisent la BD pour, enfin, c'est un peu des petits conseils apparemment pour vivre avec un proche bipolaire ou cyclotymique. J'avoue, j'ai pas été très investie. Je n'ai pas lu ces pages-là. Je sais pas pourquoi, j'arrive jamais à les lire. À chaque fois, je finis la BD et je me dis ah je vais les lire et non. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas si c'est bien, mais c'est là et c'est cool que ce soit là. Ok. Ok, ok. Là-dessus, la première partie sur la présentation de la bande dessinée est terminée. Ben, écoute, je te laisse parler si tu le souhaites. Mais de tout ce qui est bipolarité et cyclothymie, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis le début, mais euh, mais ouais, ce serait bien de définir un peu pour les personnes qui potentiellement, comme moi, ne connaissaient pas la cyclothymie, la bipolarité. Si ça te dit. Ok, pas de souci. Je vais faire de mon mieux parce qu'encore une fois, je suis pas une professionnelle de santé mentale. Mais la bipolarité, typiquement, c'est en fait un trouble mental qui en fait du coup trouve sa source dans la chimie du cerveau. Il y a des recherches qui suggèrent en fait que ça pourrait aussi être, enfin c'est très héréditaire et ça pourrait aussi être influencé par des troubles dans l'enfance en fait, des traumatismes. Ça c'est pas encore sûr donc je vais pas me prononcer plus là-dessus mais bon voilà. Mais la composante génétique, par contre, est très forte. On a, enfin, souvent, quand quelqu'un va être diagnostiqué bipolaire, on va lui demander d'abord de parler un peu de son arbre généalogique, si la personne sait si elle a des antécédents dans sa famille, etc. Euh, En parlant de la maladie en elle-même, en fait, c'est un trouble où, enfin, qui prend vraiment énormément de formes. C'est un spectrum comme beaucoup de troubles. Et en fait, enfin, les types les plus connus, ça va être le type 1, type 2 et cyclothymie. Donc, la bipolarité de type 1, ça va être une bipolarité, enfin celle qu'on connaît en fait, qui est surtout représentée dans les médias. C'est la plus extrême. C'est celle qui voit des phases d'alternance entre les phases maniaques, donc les phases up, entre guillemets. En fait, les phases up, on a souvent l'image de quelqu'un qui va être trop heureux, qui va faire plein de trucs, etc. Mais en fait, ça peut être aussi quelqu'un qui est juste complètement désinhibé, qui peut être dans un état psychotique, qui ne va plus... Enfin, parfois, ça peut être, au lieu d'être de la joie, parce que souvent, on a l'image de la personne qui a une image d'elle-même très grande, etc., et qui du coup est très heureuse. Parfois, ça va être ça, mais plutôt avec une personne qui va être très irritée, très énervée, au contraire. Et ça, on a moins ça en tête d'habitude. Donc, ouais, ça peut vraiment prendre énormément de formes. Et ça peut être dangereux. Et souvent, d'ailleurs, c'est pendant les périodes maniaques, et étonnamment, que les personnes bipolaires sont plus à risque, en fait, au niveau de leur vie, parce que ben, elles ont plus d'énergie et plus de moyens pour se mettre en danger, en fait. Il y a aussi du coup les phases pardon dépressives. Donc là, c'est des phases bah, ça peut aller de on se sent pas très bien à bah, vraiment une phase suicidaire très forte, vraiment beaucoup de. Enfin, et ça peut durer de 2 semaines à des mois voire des années. Euh, pour les phases maniaques, ça dure de 1 semaine à plusieurs mois aussi, ou voire plusieurs années, mais c'est plus rare quand même. Voilà, et entre-temps, il y a des phases de TIMI. Donc le TIMI, c'est les phases normales, entre guillemets, où ben, la personne
a des émotions typiques, en fait, ne se sent pas ni survolté, ni en sous-tension. En fait, c'est vraiment un peu le Graal des personnes bipolaires, du coup. Pour enfin, la bipolarité de type 2, ça va être la même chose, juste il n'y a pas de enfin, d'épisodes maniaques, en fait, ça va être des épisodes hypomaniaques, donc c'est des épisodes qui ont les mêmes symptômes que la manie, sauf qu'en fait, ils ne peuvent pas être psychotiques, en fait. Du coup, l'intensité est quand même enfin, moins forte. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont quand même avoir un minimum conscience de ce qui se passe autour d'elles, qui vont pas commencer à je sais pas, par exemple, dans un épisode psychotique bipolaire, tu peux, que ce soit bipolaire ou pas d'ailleurs, hein, tu peux, je sais pas, être convaincu qu'il y a quelqu'un qui écoute ce qui se passe dans tes oreilles, enfin dans ta tête, à travers tes oreilles, et je sais pas, essayer d'arracher un truc dans tes oreilles parce que t'as l'impression que, je sais pas, on t'a pu sceller l'oreille ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Ça n'arrivera pas dans l'hypomanie. L'hypomanie, ce sera moins fort. Et la cyclothymie, c'est encore différent parce que là, du coup, c'est une variante du trouble bipolaire qu'on pourrait qualifier de cycle hyper rapide en fait, parce que du coup souvent on n'a pas tant de cycles que ça dans une année pour une personne bipolaire, on va en avoir peut-être 3-4 en général. Alors que là, en cyclothymie, l'humeur elle change tous les jours, tous les plusieurs jours en fait. Et on alterne entre euthymie, dépression et hypomanie. Mais du coup, en fait, malgré le fait que ce soit plus rapide, euh, ça peut donner l'impression que du coup enfin, l'intensité est moins forte en fait, alors qu'en réalité, parfois on peut avoir des épisodes très forts mais plus courts. Euh, et ces alternances très rapides, ça fait que ça reste très difficile quand même à vivre en tant que personne. Voilà, je sais pas si c'est bien expliqué. Désolée, j'ai pas l'habitude d'expliquer. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Ça a été super clair. Enfin, pour moi, je découvre encore des nouvelles informations et waouh. Ben, merci beaucoup. Pas de souci. Merci à toi de m'inviter sur ce podcast. C'est super intéressant. Je suis contente d'être là. Ben, ouais, on partage quelque chose qui nous passionne et c'est la bande dessinée. Et après, peut-être pas qui nous passionne, mais qui plutôt nous sensibilise. On est très sensible à tout ce qui est santé mentale, le bien-être Mm. des gens, de nous, des proches. Donc voilà, voilà. On passe que des bons moments. J'espère que tu as ton café ou ton thé. Hein. N'hésite pas à me dire Pas si avec t'as moi, mais c'est pas grave. Je ferai. Ah mince. Bientôt, je suis en train d'y penser là. J'ai mon thé à la myrtille que j'ai acheté en Italie. Il me fait de l'œil dans ma tête. Donc, donc Tu après m'enverras une ça, photo. ouais. Donc. Donc la partie 2 sur le sujet principal a été abordée. Donc on a parlé de la bande dessinée, on a parlé du sujet principal. Donc chers auditeurs, si vous souhaitez apporter des informations complémentaires, que ce soit sur la bande dessinée ou sur le sujet principal abordé, n'hésitez pas à le dire en commentaire avec beaucoup de bienveillance, s'il vous plaît. Hein. Et on va aborder le troisième sujet, c'est ton ressenti personnel par rapport à cette BD. Si tu veux que je te pose des questions ou si tu veux te lancer. Je pense que tu peux peut-être commencer par me poser des questions parce que là, tout de suite, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire sur la bande dessinée, donc je sais pas par où commencer. Alors, alors ça va être plutôt plusieurs questions, mais je pense que ça va être toute une histoire que tu vas raconter. C'est le côté où comment tu as découvert cette bande dessinée, tu avais quel âge, pourquoi tu l'as lue et pourquoi elle te touche autant. Ok. Alors, personnellement, j'ai découvert cette bande dessinée quand j'avais 16 ou 17 ans, je pense. Ouais. Et c'est ma psychologue qui me l'a recommandée. Parce que Ok. j'avais une période assez difficile et c'est vrai que à ce moment-là on avait la question de qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est aussi récurrent, etc. Après plus de temps pour y réfléchir, on a quand même déterminé que c'était probablement autre chose, mais à ce moment-là d'avoir une bande dessinée qui mettent un mot, même si c'est pas forcément le bon en fait sur ce que je ressentais. C'était très important pour moi et je me sentais comprise en fait. Je me disais ah c'est pas que moi. Il y a des personnes comme moi qui ont ça et qui ont
enfin, qui vivent le même vécu, en fait, qui ont la même expérience et qui arrivent quand même à évoluer dans la vie, etc. Parce que du coup, à ce moment-là, j'étais en mode, bah, c'est génial. Elle a la même chose que moi. Moi, j'étais un peu dans une période où j'allais plus trop en cours. J'avais l'impression que, enfin, je pouvais rien accomplir dans mon existence, etc. Et de voir que, bah, c'était possible de faire un livre, en fait, rien que ça, alors qu'on se sent comme ça, de faire un jeu. Parce que du coup, malgré tout, dans la BD, on voit que, bah, parfois, grâce à ce qu'elle ressentait, en fait, elle arrivait à créer artistiquement des choses. Bon, après, ça veut pas dire que ça ne le faisait pas souffrir pour autant et que c'est pas mieux qu'elle soit régulée. Mais à ce moment-là, de le savoir, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit, ah, je peux utiliser ça, je peux passer outre ou je peux l'utiliser comme carburant, en fait, pour bah, ma propre énergie créative et pour bah, forger ma propre existence, en fait. Et du coup, c'était vraiment une super BD à avoir à ce moment-là, je pense. Et c'est pour ça qu'elle compte autant maintenant. Même si je sais que on n'a pas exactement le même ressenti parce qu'on n'a pas forcément bah, la même chose, mais c'est une BD qui a grandi avec moi, je pense. Ok, ok. Bah, merci beaucoup pour ton ressenti. Et bah, enfin, je trouve ça très courageuse de parler de ton expérience passée au travers de la bande dessinée. Et Mm. voilà, force à toi. Oui, franchement, Lulubi, je sais qu'elle a un peu de mal avec cette BD maintenant. Euh, mais, enfin, merci. Alors, merci. Ouais, merci quand même à elle d'avoir fait ça. Même si, enfin, c'est ce que j'avais compris, par exemple, c'était pas pour la BD elle-même, enfin, la BD en elle-même qu'elle n'aimait pas, mais c'était vraiment le fait que qu'elle recevait beaucoup de messages, en fait, suite à cette BD, de personnes qui, justement, qui prenait cette BD comme une bouée, mais du coup qui considérait Luby comme la professionnelle qu'elle n'était pas en fait, et qui venait dans ses DM sur Instagram pour lui dire beaucoup de choses parfois très traumatisantes, ou pour tout simplement lui demander une aide qu'elle ne pouvait pas leur donner en fait. Du coup ça aussi c'est intéressant quand on fait de la bande dessinée qui parle de santé mentale en fait, c'est comment faire pour éviter bah, cet écueil-là de d'avoir du coup des personnes qui utilisent cette BD et donc l'auteur ou l'autrice par extension comme bah, un socle pour leur santé mentale à partir d'un certain niveau. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, comment gérer ça. Ben, je pense que c'est le côté où c'est multifactoriel les conséquences qu'elle a eues quant aux surcharges émotionnelles de messages privés ou autres. C'est un peu comme Sophie Lambda, pareil, elle a fait une courte bande dessinée pour expliquer pourquoi elle répondait plus aux messages. C'est le côté où il faut potentiellement se justifier. Et c'est pas la faute non plus des personnes qui sollicitent une aide. On est en détresse, on a énormément de questions. D'un coup, on voit qu'il y a Mm. une personne qui a trouvé une solution, qui se sent beaucoup mieux et qui euh, on peut considérer comme étant euh, je sais pas si ça va être maladroit, mais un peu notre héros, un, deux, trois, Oui. notre héros, héroïne, quelqu'un qui peut nous sauver. Et c'est le côté où potentiellement, déjà, il y a la bande dessinée, elle est sortie il y a 8 ans, et la santé mentale n'était pas autant mis en avant que depuis Mm. récemment le Covid. Là, il y a Mm. beaucoup plus de communication, on a beaucoup plus Carrément. de sites. SOS Amis, par exemple, où on peut appeler un numéro de téléphone en cas d'urgence 24 heures sur Mm. 24, 7 jours sur 7. Avant le Ouais. Covid, je sais pas si ça existait et Ça tout, mais en tout cas, existait déjà, mais c'est vrai que il y a eu quand même une reconnaissance. Enfin, on parle plus de santé mentale depuis et c'est génial. Euh, mais c'est vrai que, oui, non, quand j'ai découvert la bande dessinée personnellement, enfin, c'était les seules ressources qu'il y avait sur la cyclothymie quasiment sur Internet, en tout cas en français. Maintenant, ça a un peu évolué et on voit que bah, c'est un trouble qui devient plus connu, mais c'est vrai que ça reste vraiment de niche. Et par exemple, ma psychologue qui m'en a parlé, euh, bah, c'est une jeune psychologue, donc elle a fait les cours récemment, donc elle a eu les nouvelles updates. Mais c'est vrai que tous les autres psys, donc, comme je disais, c'est très, enfin, on devient obsolète rapidement en fait. Si on fait pas de formation, etc., pour se garder au courant, Mm. si on lit pas de recherche, etc., ça peut être compliqué. Ou alors si on lit pas toute la recherche, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de recherches et que ben les choses changent en permanence, donc on peut pas toujours être au courant de tout. Donc ouais, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Bah, ça fait partie aussi de la santé mentale, ça fait partie aussi nos auditeurs, nos éditrices, moi en tant que lectrice aussi, c'est le côté où
face à ces informations-là, par où passer, par quel tunnel passer. Bon, maintenant on le sait, on a différentes informations qui peuvent nous aider vers l'orientation, mais la problématique c'est que, comme c'est dit, je crois qu'en moyenne pour le diagnostic de la bipolarité, c'est 10 ans. Bah ouais, oui, c'est surtout que là, en général, c'est une question de diagnostic mal fait. Mais en fait, le problème, c'est que comme on en parlait plus tôt, tous les troubles mentaux se rejoignent. En fait, il y a des comorbidités en plus. C'est hyper dur de savoir. C'est pas comme c'est pas comme quand t'as un bouton, par exemple, qui ressemble à un truc extrêmement particulier et du coup, tu sais que c'est telle maladie parce qu'il y a que cette maladie-là où t'as ce genre de bouton, tu vois. Euh, dans beaucoup de diagnostics, que ce soit des choses physiques ou mentales, même si, en fait, finalement, ça se rejoint puisque le mental, c'est dans ton cerveau et le mental, enfin, le cerveau, c'est physique, quoi. Mais bref, quand même. En fait, on a quand même toujours des difficultés de diagnostic parce que tout est, enfin, en fait, il y a des choses qui se rejoignent. Genre, par exemple, je sais pas, dans la bipolarité, la dépression, en fait, ça va être le symptôme en général qui va être le plus visible et le plus ressenti parce qu'en fait, les gens, quand ils vont bien, quand ils sont maniaques, ils vont pas se dire, ah, mais il y a pas la conception d'aller trop bien, en fait. Ça n'existe pas dans la tête des gens. Donc, quand tu vas bien, tu vas pas aller chercher de l'aide parce que, voilà. Et surtout quand t'es en hypomanie et pas en épisode maniaque, psychotique ou autre, en fait, les gens autour de toi vont plus être en mode, ah, trop bien, t'es trop heureux, c'est trop cool. Ils vont pas se dire qu'il y a un problème non plus. Ils vont peut-être même t'encourager. Et, tu vois. Et du coup, c'est vrai que, c'est très difficile de diagnostiquer parce que aussi, elle est où la différence entre, un comportement normal. Enfin, en général, du coup, la bipolarité, elle est diagnostiquée qu'à partir du moment où t'as un épisode maniaque qui t'amène à l'hôpital, en fait. C'est très rare d'être diagnostiqué en dehors de ça, même si ça se fait plus maintenant. Mais du coup, c'est pour ça que, particulièrement, la bipolarité, c'est vraiment un diagnostic difficile parce que, en général, les gens, ouais, ils pensent juste que c'est une dépression, et puis hop, ils testent un antidépresseur, ils font un épisode maniaque, et là, on leur dit, peut-être que c'est pas ça. Ouais. Tu peux avoir des symptômes qui soient la dépression ou autre, et qui peut être multifactoriel. Enfin, tu peux avoir de multiples facteurs, symptômes, et qui peut être en lien avec la bipolarité ou autre type de santé mentale, comme, je sais pas, moi j'avais vu vis-à-vis de l'autisme, et principalement l'autisme au féminin, qu'il y avait beaucoup de femmes qui, comme elles n'étaient pas diagnostiquées, au niveau des surcharges sensorielles qui sont très proches de la dépression. C'est le côté où on préfère s'isoler que être avec des gens, on peut facilement euh, être angoissée, anxieuse, parce que beaucoup de monde, parce que beaucoup de bruit, parce que tout ça. Et donc, ça fait que, oui, tu peux être en dépression, mais tu peux avoir aussi l'autisme, une forme d'autisme. Enfin, c'est un spectre de plein de choses. Et la bipolarité, ça doit être pareil. C'est le côté où tu peux être dans la dépressif, être bipolaire, et en même temps avoir d'autres troubles potentiellement. C'est ça. Oui, il y a C'est un beaucoup peu... de comorbidités. De toute façon, en général, dans les troubles mentaux, pardon, s'accompagnent, quand ils sont pas circonstanciels, s'accompagnent d'autres troubles. Mais oui, mais du coup, c'est vrai que niveau diagnostic, ça rend ça très compliqué. Mais du coup, j'ai trouvé que la bande dessinée de Lulubi était vraiment bien à ce sujet parce qu'elle en parle et qu'elle donne aussi des petites indications en fait pour savoir quand le diagnostic est long parce que le psychiatre prend son temps et que c'est normal et que c'est un processus logique de diagnostic. Et quand le diagnostic est long parce que le psychiatre ne veut pas faire d'efforts, parce que ça arrive parfois, ou alors parce que tout simplement, c'est vrai que des fois, en fait, on n'en parle pas souvent, mais la psychiatrie, c'est vraiment un domaine où il y a une grosse surcharge depuis qu'on parle beaucoup de santé mentale, parce que il y a de plus en plus de gens qui sont traités pour ces questions-là. Mais le nombre de soignants n'a pas vraiment changé, en fait. Donc, si tu vas dans les CMP, par exemple, tu peux avoir des files d'attente de 3 mois pour avoir un rendez-vous. Oui, ça arrive. Mais quand tu vas pas bien 3 mois, t'as le temps de te mettre une balle dans la tête, quoi. Pareil, on a du coup parfois dans des hôpitaux des entretiens de 10 à 20 minutes, même pas.
avec des psychiatres qui enchaînent les patients comme des petits pains. Et en fait, bah, au bout d'un moment, quand tu fais ça, tu peux pas vraiment prendre le temps de discuter avec la personne que tu traites. Et donc forcément, bah, tu te retrouves à faire des conclusions hâtives et à donner des médicaments parfois qui peuvent bah, vraiment bousiller la chimie d'un cerveau qui est déjà chimiquement instable et c'est compliqué, quoi. En fait, je visualisais tout ce que tu me disais. Bah, c'est triste, quoi. Ouais. C'est carrément triste. Mais c'est une réalité, c'est pour ça il faut parler des réalités. Il ne faut pas, comment dire, c'est bien aussi d'être confronté à la réalité pour pouvoir identifier les problèmes, les Mm. mettre en avant, Et pour pouvoir échanger aussi, oui. changer les choses, ouais. Mm. Autre question. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette œuvre de Goupil ou Face? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Bah, je pense honnêtement que c'était le renard, pour être pour être Ah un ouais? peu basique dans ma réponse. J'ai trouvé qu'il était très mimi et j'ai bien aimé la manière dont il était ben attachant et vicieux aussi parce qu'en fait ben en fait on voyait que en fait la bipolarité c'est pas un trouble méchant dans le sens où il n'y a pas d'intention maléfique derrière ou quoi comme ça a pu beaucoup être pensé dans les folklores religieux et tout. Bon. Mais en fait, ouais, non, tu vois qu'en fait, bah, c'est juste un truc, un peu un animal neutre qui peut être très mignon, comme très pas mignon. Et c'est comme ça, et il faut l'apprivoiser et faire avec, en fait. Et malgré ces moments où il peut être vraiment très mignon, et du coup, il faut pas, comment dire, trop se relâcher dans ces moments de calme, d'accalmie, en fait, parce que, ben, et malgré tout, ça reste une bête sauvage, comme elle dit, et en fait, tu peux l'apprivoiser rapidement, mais en fait, ça reste un renard, et ça restera toujours une bête sauvage qui, quand elle aura plus envie de t'écouter, bah, elle t'écoutera pas, quoi. Et du coup, je trouvais que c'était une super métaphore, et du coup, voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué, je pense, dans Pile Face. Mmh. Est-ce que, enfin, comment dire? Alors, quelques questions après, je pense qu'on aura bientôt fini. Est-ce que tu penses que les bandes dessinées sont importantes pour sensibiliser le public aux différents troubles mentaux qu'on peut avoir? Bah, je pense que oui. Je pense que la bande dessinée, c'est l'un des meilleurs vecteurs pour le faire. Parce que, enfin, après, je trouve que au cinéma, c'est très bien aussi, mais Euh, parce qu'on a le côté visuel et textuel à la fois, donc qui permettent vraiment à la fois de transmettre un ressenti, de transmettre vraiment bah du coup les métaphores visuelles de comment ça peut être plus librement par exemple qu'au cinéma, parce qu'au cinéma les effets spéciaux ont quand même une limite à un certain niveau, enfin ça dépend. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment très libre à ce niveau-là. Et pareil, en même temps, du coup, malgré tout, comme on a le côté textuel, ou pas d'ailleurs, parce que dans certaine BD, ouais, c'est muet, quoi. Et c'est très bien comme ça aussi. Mais avec le côté sexuel, on peut avoir aussi, du coup, un apport sémantique, des informations plus pratiques qui sont données ici. Ou pas, d'ailleurs. Mais du coup, je pense que oui, c'est un bon vecteur. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Euh, bah, et moi, je pense que la bande dessinée, vraiment, c'est un outil de sensibilisation. Après, c'est un peu le sujet de mon mémoire. Mm. Donc, et c'est là où ça m'a donné envie de parler du podcast, de faire le podcast. Mais c'est le côté où, oui, on se rend pas compte, mais la bande dessinée et le manga en soi, qui est une Mm. bande dessinée dans le monde du Japon. Parce que la bande dessinée, en définition, c'est raconter une histoire avec des images succinctes, tout un débat historique et tout. Ça me fait penser historique, folklore. Il y avait un truc tout à l'heure où tu disais folklore. Je Oui. termine et après, je repose la question. Et c'est le côté où j'aimerais qu'il y ait plus de renouvellement. Par exemple, Goupil ou Face, je crois que c'était une des seules bandes dessinées, avant que tu me dises s'il y a d'autres bandes dessinées qui abordent la bipolarité et la cyclothymie. Mm. Mais en 8 ans, je crois que c'est la seule. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Après, c'est la seule qui est connue. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres personnellement, mais c'est vrai que malgré tout, que ça reste, comment dire, des. Je pense que comme c'est des sujets de niche, qui en plus, en fait, c'est une grande responsabilité de d'aborder ce genre de sujet. Et comme, Mm. enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être le cas ou l'oubli en fait, qui ne veulent pas recevoir ce genre de message
enfin, très violents en fait mentalement, qui ne veulent pas, comment dire, prendre le poids de d'expliquer des choses, parce qu'en fait malgré tout, il y a quand même la question de légitimité qui se pose. Luby elle-même, elle a vraiment cette question de légitimité en fait, c'est difficile parfois de parler de ce genre de sujet parce que tu as ton expérience, mais est-ce que c'est l'expérience de tout le monde? Parce que du coup, cette BD, elle sera prise après pour certaines personnes comme la vision commune de ce que doit être la bipolarité, tu vois. Et c'est vrai que c'est un poids à avoir sur ses épaules, surtout que tu dis que tu vas peut-être dire des bêtises ou pas. Enfin, je pense que c'est dur. Bah, je ferai une petite publicité ou pas, je sais pas si ça vous dit ou autre, même toi si ça vous te dit. Le pacte autobiographique de Philippe Lejeune parle de ça. Oui. Le côté où la charge mentale, le fait jusqu'où on peut aller vis-à-vis de la véracité, de la vérité, du ressenti personnel. Et c'est vachement intéressant parce que on peut porter plainte, imaginons. Euh, j'écris une bande dessinée autofiction ou autobiographique où je retranscris quelqu'un dessus qui m'a fait quelque chose de mal. Je le retranscris en mode, bah voilà, la personne m'a fait mal. Bah, la personne, elle peut porter plainte parce que elle aura une autre perception de la vérité. Oui. Or, moi, mon ressenti, le fait que j'ai été blessée, le fait qu'on m'a fait du mal, il est vrai. Donc il y a tout ce questionnement-là qui est intéressant et je trouve que Philippe Lejeune, avec le pacte autobiographique, aborde bien ce sujet. Donc, je voulais revenir sur quelque chose, je l'ai complètement zappé alors que je trouvais ça super intéressant, c'était le côté folklore, bipolarité, enfin, c'est le côté où c'était quoi l'image. Pourquoi on... Bah, en fait, et ça, c'est plus en général pour la santé mentale dans la conception, enfin, la perception de la santé mentale qu'on avait avant l'existence de la psychiatrie, tout simplement, et puis même pendant. Il y a toujours eu cette dimension un peu folklorique. C'est vrai que bah avant, du coup, enfin, la bipolarité n'est pas née avec le 21e siècle. Elle existait depuis longtemps. Enfin, c'est depuis que l'homme existe. En fait, c'est juste une imbalance chimique dans ton cerveau. Mais le truc, c'est que bah avant, c'était expliqué par d'autres choses. Par exemple, à une certaine époque, c'était expliqué par un tempérament sanguin, par exemple, ou mélancolique. Euh, Ça peut être expliqué aussi par des possessions. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un épisode psychotique va être considéré comme possédé par le diable ou des trucs comme ça. Ouais. Euh, en fait, il va avoir beaucoup de... tout ce qui n'était pas explicable, en fait, à cette époque-là, était expliqué du coup par le folklore. Puis après, quand il y a eu la psychiatrie, bah, c'est devenu un peu différent. On savait ce que c'était, mais du coup, on avait quand même toujours un peu cette représentation, enfin d'ailleurs, c'est toujours un peu le cas, mais moins quand même, mais un peu les personnes avec un trouble mental comme des personnes autres en fait. Donc par exemple, bah tu vois avec les représentations dans les films comme par exemple Split ou d'autres représentations, on avait vraiment des représentations de la santé mentale qui étaient enfin c'est le monstre ou alors c'est le bouffon, enfin tu vois. Ça tend à changer quand même mais du coup on a quand même toujours ces héritages en fait de la vision folklorique un peu de la santé mentale. Ok, ok. Bah, merci beaucoup pour... Enfin, moi, je trouvais ça super intéressant. Après, tout ce qui est histoire et tout, ça m'a toujours un peu intéressé, le côté origine, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, est-ce que tu as d'autres ouvrages ou d'autres médias, que ce soit des films, des séries ou autres, que tu recommandes pour mieux comprendre la bipolarité ou autre trouble? Pour la bipolarité, je recommanderais de regarder Shameless. C'est la version des États-Unis qui est disponible sur Prime Video, il me semble. Bon, il y a 11 saisons, regardez pas à partir de la saison 9, ça ne sert à rien. Il y a plus rien d'intéressant. Mais euh, si vous voulez avoir vraiment un focus un peu sur la bipolarité, le côté héréditaire, comment ça se manifeste, etc., on a les saisons 4 à 6 qui sont particulièrement centrées sur un des personnages qui est bipolaire. Et je trouve que la représentation est très bonne ce que les gens ont tendance à dire en général. Après, j'ai pas d'autres représentations parce que malgré tout, Ouais. ça reste un sujet assez sous-exploité pour l'instant, en tout cas de manière correcte, parce que encore une fois, il y a le côté folklore dont je te parlais. Mais sinon, je sais pas si toi, t'as des choses à recommander. Bah, moi, je n'ai rien à apporter là-dessus. Par contre, j'ai une question et en cas, je le mettrai en lien en description. C'est est-ce que tu aurais des ressources ou des associations qui peuvent aider nos auditeurs, auditrices
Je sais que tu m'as envoyé des liens si tu veux. Déjà, Ouais. je les rajouterai, je pense, parce que franchement, merci. Oui. Ils ont été, pour moi, ça a été beaucoup plus clair, j'ai mieux compris et Bah, je suis top. contente que ça t'ait aidé. Là, sur le coup, j'ai absolument rien. J'avoue que la meilleure chose que je puisse recommander, ce serait de trouver un ou une psy adéquate dans tous les cas. Et sinon, les ressources, en vrai, enfin, la chose la plus simple en général quand on cherche, enfin, la plus simple, la plus à jour, en fait, ça va toujours être le DSM-5 pour l'instant. Donc, et là, pour le coup, ça va être vraiment, en général, le langage peut être assez spécifique, mais si vous cherchez aussi des ressources qui exploitent du coup le DSM-5 pour vulgariser, en général, vous avez plus de chances que ce soit justement mis à jour régulièrement, etc., que un vieil article de 2006 sur Skyblog parce que les avancées vont très vite en sciences. Donc voilà. Mais sinon, j'ai rien d'autre. Désolée. Non, merci. Bah, déjà, je rajouterai le lien de DSM5 et le lien du cycle que tu me l'avais envoyé. Ouais. Euh, est-ce que moi, c'est bon pour mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais compléter qui n'ont pas été abordés? Là, j'avoue que j'ai rien. Et puis, c'est vrai que comme on parle depuis plus de 50 minutes déjà, faudra peut-être qu'on arrête de baveler un moment. Mais j'ai beaucoup aimé vraiment enfin, le moment qu'on a passé à parler de ça. C'était hyper intéressant. J'espère que tes auditeurs et tes auditrices trouveront ça très cool aussi. Parce que moi, j'ai kiffé en tout cas pour en parler avec toi. J'espère que cette fois-ci ça va fonctionner d'ailleurs parce que parce que la dernière Oui. fois ça n'a pas été le cas mais c'est pas grave, ça nous a permis de parler de choses différentes et du coup d'exploiter un peu plus le sujet encore une fois donc c'est trop cool. Oui, je te remercie beaucoup parce que Merci à toi. c'est le deuxième épisode que je fais. Je te remercie vraiment d'accorder du temps pour faire ça. Euh, Comment dire en même temps, c'est une expérience aussi pour moi. C'est le côté où les enregistrements, tout ça, on a galéré ce matin aussi à trouver différentes plateformes. On a fait Oui. Zoom, on a fait Discord, on a fait Google Meet. Là, Rien ne franchement, fonctionnait. Les planètes étaient alignées mais pas dans notre faveur. et c'est pour ça, là, je te remercie vraiment de ton soutien, ta présence et de ces moments partagés. Mais avec plaisir. Merci à toi encore une fois. Franchement, c'est toi qui as organisé ça et c'est vraiment une super initiative ce podcast. Je suis trop contente que tu puisses proposer ça et vivement que l'épisode sorte. J'ai hâte de l'écouter. Oh ouais, moi aussi, j'ai hâte de faire les montages et tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, auditeurs, auditrices, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire les retours pour s'améliorer en commentaire, à partager des ressources ou des bandes dessinées qui potentiellement parlent de bipolarité ou de santé mentale. Je relance là-dessus aussi toujours si vous souhaitez témoigner de votre propre vécu au travers d'une bande dessinée, n'hésitez pas à en dire en commentaire, à m'envoyer un mail à cassegueule@gmail.com ou à m'envoyer un message privé sur Instagram. Je crois que c'est bon, on a terminé. Et oui. Et ben, au revoir à tous et à toutes et à la prochaine sur le podcast de Casse-Gueule. Au revoir. Merci. Au revoir.